Bonjour tout le monde. Merci pour la présentation. Kim, nous allons partager avec vous des trouvailles sur la recherche, le signalement des commotions cérébrales et le retrait. C'est de tirer le rideau sur les influences collectives autour du signalement des commotions cérébrales et le retrait du jeu dans le sport des jeunes. Donc, la législation, la formation et les campagnes de marketing social ont été augmentées d'une façon que les autres lésions ne l'ont pas vu. Malgré des interventions récentes, la plupart desquelles nous avions écoutées aujourd'hui, l'information, le manque d'information de rapport plutôt, continue à être un défi pour la gestion des commotions cérébrales. Quand on néglige le rapport de ce type de lésion, cela empêche la récupération et ça empêche la mise en place de guides de récupération. Tous les mécanismes ne mènent pas au même type de commotion cérébrale. Il semblerait que quelqu'un va le voir et quelqu'un va voir les symptômes. Il semblerait que c'est toujours la responsabilité des participants de rapporter, d'informer. Mais encore une fois, le taux de lésions qui ne sont pas informées demeure très élevé. Notre projet est la ligne de base des influences pour pouvoir influencer ce que les médecins vont faire après recevoir ces informations, ces rapports en fait. Avec Kirli Panek, notre chercheuse, nous avions présenté le travail de l'année 2023. Une équipe trans représentée et guidée par un encadrement socio-économique. Nous avions commencé avec l'identification des acteurs qui pourraient ou que devraient être involucrés. Nous avions commencé avec l'identification des acteurs qui pourraient ou que devraient être involucrés à enlever les barrières contre le rapport des lésions. On se concentre sur les sports des jeunes entre les âges de 12 et 17 ans. Cela est un point de partie et cela est délimité à des mineurs qui sont responsabilité de leurs parents toujours. On se concentre aussi sur les sports dans les clubs communautaires. On le voit dans le système de sport canadien, en contraste avec le centre de sport des écoles qui a sa propre juridiction. On a fait une évaluation entre les pairs et nous avions établi des tendances d'influence, mais seulement pour les entraîneurs. C'est le champ d'application de notre étude aujourd'hui. Donc, voilà les influences collectives pour l'identification et l'information des symptômes. C'est la plupart des fois aux entraîneurs et dans la minorité des cas à leurs parents. Il y a des enjeux qui les empêchent et qui les encouragent de l'autre côté à faire les rapports. Les filles informent à l'environnement si elles se sentent tenues en considération. L'éducation en commotion cérébrale récente est une influence positive. Malheureusement, il y a beaucoup d'aspects qui empêchent la participation des jeunes et l'information des commotions cérébrales potentielles, y compris les facteurs interpersonnels ou individuels. Ne pas connaître les symptômes et leur importance et le désir de continuer à jouer. Les facteurs interpersonnels ou des relations, ne pas de se voir les camarades, les parents, les entraîneurs. Cela est très important. Il y a des facteurs culturels ou sociaux aussi. On considère que jouer, même si on a du mal, est positif, est une montre de force. Donc voilà ces influences qui démontrent les situations dans lesquelles les jeunes athlètes se voient moins confortables pour informer une lésion. Les participants
ne parle pas d'une lésion potentielle. En ce qui a trait aux entraîneurs, il y a une tendance qui a été évidenciée, le manque de confiance et le manque de connaissances. Vraiment, enlever un athlète du jeu n'est pas si simple. Il nous semblerait pas être si simple que ça maintenant. Je voudrais prendre un moment pour décrire les trouvailles. Les influences peuvent être vues comme un facteur de changement. Elles peuvent affecter de façon positive l'augmentation des informations faites par la personne qui a souffert la lésion. On doit continuer à travailler pour que le participant puisse se voir encouragé à informer les lésions quand il les souffre. Ce n'est pas un portefeuille compréhensif, exhaustif en fait, mais ça fait un survol. Se concentrer sur le bien-être des participants, cela peut être encourageant pour que les athlètes parlent, prennent la parole. Cela peut devenir non pas seulement la façon de faire d'un entraîneur, mais aussi de la culture de l'équipe, du centre sportif. On doit tenir en considération quelle est la signification de enlever un joueur du champ de jeu, du champ de sport. Ils ne vont pas, on ne doit pas le voir comme une chose qui va contre leur statut dans l'équipe, mais plutôt comme une mesure positive pour prendre soin d'eux. On ne doit pas leur demander. Maintenant, je veux donner la parole à Brandy. Merci, Allison. Donc, pour commencer, du point de vue clinicien, quelle est la valeur de ces trouvailles? Nous avions développé des stratégies. Nos modèles de prévention sont-ils valides? Est-ce que nous avions testé des mesures de prévention? Ou est-ce qu'on pense que le sport n'est pas hétérogène? Les bonnes intentions fonctionnent bien, mais qu'on ne reconnaît pas qu'on doit protéger les gens, elles ne fonctionnent pas du tout. On doit comprendre où est-ce que les gens se trouvent et quels sont les soins dont ils ont besoin. Par exemple, il y a des populations qui sont plus vulnérables dans notre communauté. Par contre, il n'y a pas des politiques adaptées. Les lignes directrices canadiennes sont un outil excellent, mais elles ne couvrent pas les nuances entre les communautés dans lesquelles on fournit des sports. Et voilà, il y a des conséquences. Il y a des conflits, des problèmes pour suivre ces politiques. On peut chercher d'autres domaines de prévention des lésions. Les humains peuvent souffrir des lésions. On met en place des politiques avec les meilleures intentions au cœur, mais le sous-financement ne nous permet pas d'accomplir notre objectif. On doit évaluer et retourner sur le problème si l'objectif n'est pas accompli. Cela suggère qu'il y a la chance de mieux comprendre la position des parties prenantes, ce que leur motive et les facteurs qui les affectent. Maintenant, je vais redonner la parole à Alison. Merci, Brandy. Tu as soulevé des différents domaines qui ont besoin de plus d'évaluation, y compris la recherche. On a présenté les choses que peuvent être mieux étudiées. Dans la dernière diapo, je voudrais partager des recommandations pour les futures recherches. Poursuite de l'étude. La poursuite de l'étude des influences inversées sur d'autres acteurs clés qui signalent une commotion cérébrale. Cela comprend l'expérience des entraîneurs, de parents, des instructeurs, des officiels sur le terrain et d'autres participants du sport. Il y a de manque de recherche parmi ces participants, chacun d'eux ayant un rôle essentiel. C'est important de continuer à casser ce qui est mal compris.
pour que ça n'affecte pas le jeu. C'est important pour la communauté, entre autres. C'est important d'entendre les parties prenantes. Qu'est-ce qui les emmène à parler? Qu'est-ce qui les empêche de parler? Maintenant, je vous remercie la possibilité d'avoir participé. Maintenant, nous allons prendre des questions. Il y a plusieurs questions que j'ai reçues pour vous. La première, est-ce qu'il y a des messages essentiels que les entraîneurs devraient prendre pour promouvoir le rapport? Réponse, bon, je vais la prendre moi, mais nous avions donné des différents points de vue ici. Bien sûr, les avantages de notre projet interdisciplinaire pour les entraîneurs. Vous devez être au courant des limites auxquelles les athlètes font face. Ne pas seulement des défis pour l'identification, mais aussi si un athlète va parler, on doit les entendre. Je pense que nous avions présenté des informations très importantes pour améliorer la compréhension. C'est essentiel qu'ils comprennent ainsi qu'ils jouent un rôle essentiel sur l'établissement d'un centre dans lequel les athlètes se sentent à l'aise pour pouvoir informer une lésion. C'est excellent. Brandy, tu voulais ajouter quelque chose? J'allais ajouter la deuxième partie par rapport à la création d'une culture plus d'appui, en fait. Encore une question pour vous. Est-ce qu'il y a des stratégies pour augmenter la confiance des entraîneurs pour appuyer les athlètes qui veulent informer une lésion? Réponse. Il y a un peu de recherche, mais pas suffisant pour en tirer une tendance, mais ce ne serait pas une surprise d'apprendre que les, les instructeurs plutôt se sentiraient plus à l'aise s'il y a un entraîneur. Les entraîneurs sont vus comme une ressource additionnelle. Autrement, pour les instructeurs, on doit se rappeler qu'il y a plusieurs rôles qu'ils entretiennent. Ils font attention au match. Ils voient, par exemple, quelqu'un qui reçoit un coup. On l'a vu dans la vidéo de Haussmann, mais l'athlète continue et les instructeurs continuent à faire attention à une autre chose. C'est difficile de vraiment revenir et se demander vraiment est-ce que c'était une commotion cérébrale ou pas. On a besoin d'avoir quelqu'un d'autre, un entraîneur qui puisse prendre soin de l'athlète, évaluer les symptômes. C'est un défi, le fait qu'on n'a pas des entraîneurs qui ont reçu un entraînement médical. Peut-être il y a un parent qui a fait un cours des soins d'urgence, des soins primaires en fait. Mais bon, on doit comprendre quelle est l'importance d'enlever un joueur. Absolument. Et Brandy, je ne peux pas ajouter plus que tenir en considération que le groupe d'entraîneurs est très hétérogène. Il y a des motivateurs. Bon, il y a quelques-uns qui ont plus de formation en matière clinique. On doit continuer à faire de la formation, à comprendre les caractéristiques des différentes communautés, faire en sorte que les gens qui sont là puissent vraiment comprendre et aborder les limitations, les difficultés et reconnaître le moment dans lequel on doit enlever un joueur du camp. Merci, merci à toutes les deux pour votre présentation. Elle a été excellente. Je vous remercie d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour la chance, pour l'occasion. Merci.